Bonsoir, messieurs et dames. Heureux encore une fois de vous retrouver en ce dimanche dans ce rendez-vous de 20h, journal du dimanche au soir, qui sera marqué aujourd'hui par la question des impôts. La Direction générale veut promouvoir le civisme fiscal. Elle a organisé un forum avec les acteurs du public, du privé à Ouagadougou pour l'élaboration d'une stratégie efficace pour plus de résultats. Que retenir de ces 2 jours de discussion? Aboubakar Nakanamo de la Direction générale des impôts sera sur ce plateau pour nous donner le détail. Et puis la dot naturelle de la payer quand on veut se marier et pourtant cela reste illégal. Quel regard sur un code parfois en déphasage avec nos réalités? Nous l'abordons dans un reportage que nous allons vous proposer dans ce JDS. Et puis sport, CAN U20, Burkina Faso, Namibie pour un ticket pour la suite. Et puis Salitas et le tour de cadrage de la Coupe de Confédération de la CAF. Et puis athlétisme, Hugues Fabrice Zango qui remporte sa 3e compétition de l'année au championnat de France en salle de triple saut. Des sujets que nous allons aborder avec Claude Romba, journaliste sportif. Encore une fois, merci de nous suivre. La première page de ce JDS, c'est la page économie. Et puis dans cette page économie, nous l'annoncions en titre, nous devrions échanger sur la question des impôts, notamment avec ce rendez-vous qui était très attendu à Ouagadougou, qui autour d'une même table avait pu mettre donc acteurs du privé et du public, notamment sous initiative de la Direction générale des impôts pour essayer de comprendre la question du civisme fiscal et puis élaborer une stratégie en la matière. On va échanger sur la question, mais nous allons commencer avec David Nana qui est sur ce plateau avec nous. Bonsoir David et merci d'être là. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé de vous recevoir et pour parler économie dans ce JDS-là. Vous avez quelques brèves que vous nous partagez déjà? Oui, pas tellement, mais il y en a quand même qui méritent d'être partagés pour la page économique. On va commencer d'abord par notre pays qui a vu l'association, le 17 dernier, l'association des professionnels des banques et établissements financiers du Burkina qui ont porté à la présidence de cette association, donc monsieur Diakaria Ouattara, qui est autre que le directeur général de Coris Banque actuelle, et donc organisé donc autour de cette association, et c'est lui qui a été porté comme président pour un certain nombre de temps en ce qui concerne la gestion de cette association-là. Donc c'était la brève qui est bien. Ce qui est à saluer ici, c'est le fait qu'on puisse se mettre ensemble. C'est assez ordonné et c'est ce qui séduit le plus, parce que comme vous le savez, au Burkina, le plus souvent l'unanimité par rapport à ces organisations dans les différents secteurs professionnels, c'est pas toujours la chose la mieux partagée. Et ici, je trouve que c'est salutaire qu'on puisse être organisé ainsi et puis pouvoir défendre, n'est-ce pas, l'intérêt général de ce type de profession. Et puis une autre information aussi, c'est le Trésor. Vous avez parlé d'impôts, mais il y a aussi une autre forme aussi pour pouvoir aussi mobiliser les ressources financières. Donc le Trésor qui fait donc appel à des émissions de bons du Trésor, notamment avec qui encaisse à travers donc le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, un montant de 33 milliards de francs CFA, donc qui passe à maturité au bout de 182 jours. Donc il faut rappeler que ce sont des bons assimilables du Trésor, assez différents des obligations par leur durée. Les bons, c'est maximum 1 année. Donc au bout d'1 année, ici c'est 182 jours pour la maturité. Voilà, donc c'est des choses aussi, forme de mobilisation, comme les impôts aussi, pour pouvoir assumer la fonction régalienne. Et puis, on le disait aussi, vous vous souviendrez qu'on en a parlé dans cette même émission, la forte probabilité qu'on puisse avoir un Africain et en plus encore une femme à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, CFA. Finalement, la Nigérienne Ngozi Okonjo-Iweala a fini par être à la tête de l'OMC, donc elle est la directrice. C'est une grande première depuis 25 ans de création, qui est d'abord un Africain et en plus une femme soit à la tête de cette organisation. Donc on espère bien que ça va jouer en faveur, sans pour autant verser dans la subjectivité, mais dans une certaine objectivité aussi, travaillant à ce que les échanges, notamment avec, vous savez bien qu'on parle de plus en plus d'une zone de libre-échange au niveau de l'Afrique, peut-être qu'au niveau de l'OMC, on pourrait peut-être espérer qu'on puisse plaider en faveur de ces zones d'échange pour l'Afrique là. C'est vrai qu'on se félicite souvent lorsqu'il y a un Africain qui arrive à la tête d'une organisation mondiale, d'une grande institution
institutions, mais souvent, il y en a qui font la fine bouche. On a vu certains qui disaient, bon, écoutez, nous les Africains, on aime trop ça, parce que quand vous arrivez à la tête de ces institutions, il y a un moule dans lequel vous entrez et puis vous faites le travail pour lequel vous êtes là. C'est pour l'ordre commun, c'est pas pour l'Afrique seulement. Et puis bon, c'est pas si intéressant de s'en targuer. C'est un avis. Et moi je dis toujours entre 0 et 1, je ne sais pas, mais moi en termes de notes je préfère 1. Donc c'est peut-être un premier pas. On peut faire des épilogues, on peut opiner dessus, comme je le dis, c'est un avis, mais pour moi c'est déjà une première. Le fait qu'elle est une femme, ça c'est pas pour l'Afrique seulement, c'est pour tout le monde. Il y a ça c'est bon, c'est un autre sujet, mais il y a aussi le contexte dans lequel elle vient qui peut être quand même favorable. Parce qu'avant, on avait les États-Unis avec Donald Trump qui était très fermé. Multilatéralisme, c'était pas forcément son dada. Et il a même, selon certaines indiscrétions, été celui-là même qui a tout fait pour que cette dame, la Nigériane, ne puisse pas accéder à ce poste. Maintenant, avec Joe Biden, on se dit beaucoup de choses vont changer. Bien sûr, on l'espère bien. Avec tout ce qu'il a pris comme décret, on a l'impression qu'il est vraiment pour ce multilatéralisme-là. Alors que l'OMC, quand on parle de ces organisations là, parmi les grands apporteurs derrière en termes de contribution, il y a toujours les États-Unis. On espère que ça pourrait se faire. Pour vous rejoindre même, certaines langues pas officielles disent que l'élection du président Joe Biden aux États-Unis a joué en faveur de la Nigériane parce que vous le savez, elles étaient deux en liste. Il y avait la Sud-Coréenne aussi qui était soutenue par les États-Unis. Donc certaines indiscrétions disent que les États-Unis lui ont tout simplement demandé de retirer sa candidature pour donc laisser la place à la Nigériane. Donc, comme je le dis, voilà, c'est cela. Voilà. D'accord. Merci bien. On va rester aussi avec vous. C'est vrai qu'en début, on annonçait le sujet du civisme fiscal. On me fait signe qu'on n'a toujours pas notre invité. Nous, on va passer à autre chose parce que le JDS, il y a plusieurs sujets qui sont donc enrôlés. On parle développement cette fois-ci avec une volonté qui a été celle du Burkina depuis un certain nombre d'années, de célébrer de façon tournante ce qu'on a comme indépendance. Et ce qu'il y a comme dynamique derrière, c'est d'abord d'impulser ce développement-là avec des infrastructures qui sont mises à disposition pour les localités qui vont abriter notamment ces célébrations du 11 décembre. Mais à la réalité, il y a comme un débat qui est vu au Burkina, c'est les infrastructures qu'on nous livre et la façon dont les marchés sont exécutés. Et donc, la qualité de ce qui nous est donné à la fin. On a un élément et après on va discuter, si vous permettez, David Nana. Il nous est proposé par Joseph Koudougou qui s'est rendu à Banfora. Et vous regardez, c'est seulement il y a peu qu'il y a eu le 11 décembre et déjà Dame Nature a commencé à tester ce qu'on nous a donné comme infrastructure et voici ce que ça donne. Voici le visage que présentent quelques infrastructures à Banfora après une première pluie enregistrée dans la nuit du 17 février. Des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre 2020. Pour les habitants de la cité du Paysan Noir, le constat est tout simplement désolant. Parce que comme c'est de nouveaux goudrons, ce n'est pas encore consolidé. Si des grosses pluies arrivent, ça va tout raser. Donc il faut que les entreprises là, se mettent au sérieux, mettent les paquets pour finir les travaux. On sait que ce n'est pas fini, mais ils ont intérêt à finir parce que vous voyez qu'ici il n'y a pas de caniveau. La partie est rocheuse, c'est plein de roches. C'est ça qui les a bloqués, mais n'ont pas trouvé les solutions. Quand on s'est engagé pour faire un travail, il faut le faire jusqu'au bout, quels que soient les moyens, parce que ça ne peut pas les surprendre. Normalement, quand il y a un chantier, on vient constater sur le terrain l'état du terrain avant de conclure les marchés. Maintenant qu'ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Sinon, on risque de retrouver avec une ville où le goudron est coupé de part et d'autre. Et le cas est visible dans d'autres zones. Là, c'est un exemple. Mais il y a d'autres zones où l'eau stagne dans les caniveaux parce que le caniveau n'est pas fini. À certains endroits de la ville, les habitants sont obligés de se servir de planches pour accéder à leur domicile. Ils sont venus enlever nos hangars, et on ne nous a pas en tout cas dédommagés. Voilà, donc, alors que nous, on ne s'attendait pas à ça, quoi. Donc, on aurait souhaité, même quand il y aura, s'ils ne seront pas à mesure de tracer les fossés, de nous permettre de nous installer nos hangars pour pouvoir travailler, quoi. Pour Brahima Ouattara, il faut tirer leçon de cette situation, notamment pour la dernière étape de cette célébration tournante du 11 décembre à Zignaré. Pour que les gars accèdent à sa cour, c'est la difficulté. Ils attendent quoi pour finir ça? Ça, c'est une boutique. C'est-à-dire que les clients ne peuvent plus venir parce que l'accès est difficile. C'est que nous, on craint à Banfora
c'est les mêmes entreprises qui font les travaux partout. Bientôt, c'est les travaux de Zignaré. Il ne faut pas qu'ils vont fuir Banfora, aller se retrouver à Zignaré. Et puis, c'est quelques ouvriers, on va les voir avec des pécasses en train de bricoler les trucs. Voilà, c'est pour ça que nous, on avait demandé qu'on reporte les festivités. Comme on le dit souvent, ton propre ennemi là, il n'est même pas loin, il est à côté. C'est les gens qui ont quitté ici pour aller à Ouagadougou. Non, on peut continuer, on peut faire les travaux, passer l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour le raccordement des infrastructures dégradées par les eaux de pluie. Selon le responsable terrassement qui s'est exprimé hors micro, les chaussées restent intactes. Il s'agit juste toujours, selon lui, d'enfouissement entre les chaussées et les caniveaux. Et les sites touchés sont toujours en chantier, précise-t-il. Un élément qu'on regardait donc avec beaucoup d'intérêt et qui nous est proposé par Joseph Koudougou. Et c'est très intéressant de regarder. On a les explications, quoi qu'on dise, de ceux qui ont en charge de livrer ces œuvres-là, ces infrastructures, et disent tout n'est pas en fait terminé. Mais est-ce que c'est pas le gros problème aussi dans ce qu'on a voulu comme dynamique? On finit Banfora, ce n'est pas vraiment fini. Et il y a le commentaire là qui est très intéressant. Il dit c'est les mêmes entreprises qu'on retrouvera encore à Zignaré et le clé du personnel sera sur les chantiers des Zignaré et c'est pas trop sûr qu'on puisse vraiment être diligent sur ce qu'on est en train de faire à Banfora. Est-ce que ça ne nous interpelle pas déjà? Oui, le débat des indépendances tournantes, notamment avec les constructions des cités des forces vives et autres là, c'est un débat qui existe il y a longtemps. Beaucoup de personnes ont même demandé, j'ai vu des propositions parfois qui disaient de faire 2 ans d'intervalle pour permettre aux entreprises de pouvoir mieux réaliser leurs travaux. Parce que là, quand vous suivez le reportage, c'est vrai, il y a peut-être aussi, on peut mettre en doute le travail, la qualité du travail fait, mais visiblement, c'est que le travail n'est pas fini. Et donc, du fait qu'il n'est pas fini aussi, ça peut aussi engendrer ce qu'on a vu ici. Et donc, moi, je dis simplement que cette année, ça a été encore plus accru avec la situation qu'on a connue, notamment avec la maladie à Covid-19. Donc, ça a encore réduit encore le temps de travail pour ces entreprises-là. Mais en même temps, c'est pas que les indépendances, c'est une question qui touche à plusieurs secteurs. La crédibilité de certaines entreprises. Parfois, vous êtes face à un budget qui visiblement n'arrive pas à couvrir, n'est-ce pas, le minimum pour pouvoir faire un bon boulot, mais vous y allez quand même parce que sur la chaîne, comme dirait l'autre, il y a tellement de salariés, il y a tellement de personnes qu'il faut rémunérer, mais une rémunération de griffe, c'est-à-dire une rémunération qui n'est pas officielle mais officieuse, si bien qu'au final, vous n'arrivez pas à accomplir le travail. Mais je pense qu'ici, c'est plus la question du temps. Voilà, pour moi, je pense que parce que c'est vrai qu'ailleurs aussi on a pu critiquer sur certains travaux, mais quand même, ce n'est pas été aussi du tic au tac parce que là, on quitte décembre, c'est quoi déjà 2 ou 3 mois déjà. 2-3 mois. Voilà, donc je trouve que vous savez quand ces travaux de grands chantiers, quand c'est inachevé, ben ça donne encore plus de force à la dame nature de pouvoir agir quand c'est pas fini. Donc je me dis qu'on met ça sur le compte du temps, qui n'a pas visiblement suffi à ces entrepreneurs là. Mais je pense que pour ce qui est de Banfora, c'est quand même aussi un peu dommage. On nous dit, c'est vrai que c'est pas terminé, mais nous ne sommes pas des puristes du domaine. Mais quand vous regardez, même ce n'est pas terminé, ce que la nature arrive à faire, vous vous demandez est-ce que ça va vraiment tenir dans le temps. Je le dis, on n'est pas puriste. Mais quand vous voyez des caniveaux dont les blocs sont en train déjà de partir, vous vous dites, ça veut dire que c'est pas bien enchevêtré. Il y a des questions à se poser. Chaque année, au-delà des indépendances, comme je le disais, chaque année, on perd beaucoup d'argent dans ce genre de travaux publics-là. Mais il est temps peut-être de sévir parce que je ne dis pas que c'est pas le premier, c'est pas le dernier reportage sur ce genre de choses. On en a vu des milliers, on en a vu plusieurs. Et à chaque fois, on trouve toujours une petite parcelle, une certaine parenthèse pour pouvoir légitimer. Non, en réalité, c'est ça, ce n'est pas nous, mais bon, voilà. Et puis bon, on s'arrête là. Je pense qu'il est temps, par exemple, de situer les responsabilités et puis de faire sévir, de faire payer. Parce que on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent parce qu'on parle de développement durable. Mais quand vous parlez de développement durable, c'est redistribué de façon équitable. Mais si on prend et puis on fait un travail qui ne va pas faire 2 jours, ça ne sert à rien parce qu'on dit de durer sur le temps. Mais en moins de 3 mois, si ça ne va pas, c'est que visiblement, il y a problème.
On a bâclé, on ne veut pas utiliser l'expression, mais on a envie de dire qu'on a bâclé le travail. Et ça, ce sont des pertes pour le contribuable. Malheureusement, le monsieur impôt n'est pas là. Mais quand vous voyez ça, et ce sont des motifs aussi qui découragent aussi que l'on puisse s'acquitter des impôts. Parce que je ne peux pas contribuer, et puis voilà ce à quoi sert mon argent. Voilà un peu certaines choses, par exemple. Évidemment. Un bon lien donc que vous faites. Merci bien, David Nana. On va quitter le pan économique qu'on avait voulu pour une autre page. Vous restez avec nous. C'est la page Société. Et dans cette page société, un sujet que nous abordons, c'est la dot. Et selon l'article 244 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso, que nous citons, le versement d'une dot, soit en espèces, soit en nature, soit sous forme de prestation de services, est illégal. Donc, au travers de cet article, le pays consacre l'interdiction pure et simple donc, de cette pratique. Et pourtant, elle a pion sur rue. Nous nous sommes intéressés à la question avec Abdoul Rahim Niénié. Un très bon reportage que nous vous proposons. Le Burkina Faso a engagé depuis 2019 la relecture du Code des personnes et de la famille. Cette loi en vigueur depuis 1989 n'a pas l'assentiment de nombre de Burkinabés qui jugent certaines dispositions de la loi contraires à la réalité du pays. En effet, le Code stipule à son article 244 que le versement d'une dot soit en espèces, soit en nature, soit sous forme de prestation de services est illégal. Et pourtant, la dot est vue comme un élément fondamental dans les unions au Burkina Faso. Les dots, selon les ethnies, sont de diverses natures. Dans tous les cas, c'est la contrepartie du fait que vous allez avoir votre femme qui va vous faire des enfants. C'est une obligation même. Pour avoir le droit d'avoir sa femme. Si vous ne versez pas la dot, vous n'avez pas votre femme. Chez les spécialistes du droit, l'on voit les choses autrement. L'interdiction de la dot par le législateur est une manière de protéger la société, surtout les femmes qui seraient vues comme achetables, explique la notaire Noélie Yaro. Lorsque on prend dans un sens ou dans un autre, on se dit que la dot, donner une dot, c'est comme si on vendait la personne en question. Est-ce que vous voyez? Et du coup, la femme, elle ne se sent plus indépendante, elle se sent vendue. Tout ceci entraîne un certain nombre de difficultés dans la vie de la femme. Donc, le législateur a bien vu, il a bien vu en interdisant la dot dans le mariage. Pour le législateur, la dot, il n'y a pas de dot dans le mariage. Vous êtes vu, vous êtes entendu, venez devant l'officier de l'état civil. Cet argumentaire n'est pas partagé par Konoma Traoré, trésor humain vivant reconnu par l'UNESCO. Pour le traditionnaliste, les valeurs africaines enseignent le respect de la femme. La dot n'y change rien. Ce n'est même pas parce que tu as dépensé 1 million pour avoir ta femme que tu dois considérer que tu as ce million-là, ça te vaut de ne plus t'occuper de ta femme, de ne plus lui acheter des habits, de ne plus lui acheter une moto, etc. Ah non. Ah non. Ça, c'est être mal élevé. C'est pas africain, ça. C'est pas africain. Konoma Traoré doute donc que cette disposition de la loi interdisant la dot traduise la volonté du peuple burkinabé. Si on faisait un référendum là, que les gens ne doivent plus se marier coutumièrement, c'est-à-dire supprimer la dot, tout ça, là, ils verront le résultat. Ils n'ont qu'à faire voir. On n'a qu'à faire un référendum dessus. Et il n'y a même pas besoin de référendum dessus. Le peuple ne veut pas de ces choses-là. C'est tout. C'est la volonté du peuple qui doit prévaloir. On ne peut pas supprimer des choses dont le peuple a besoin. Soit par commodité, soit par modernité. Non. Contrairement aux règles de droit, aucune sanction n'est prévue pour les contrevenants de cette disposition. Une faille qui pourrait être corrigée au cours de la révision en cours, à en croire les spécialistes du droit. En fait, moi je me dis que c'est une lacune du code. En même temps qu'on dit que c'est interdit, en même temps il n'y a pas de sanction qui est prévue.
Donc c'est une lacune du code qu'il faudra vraiment dans l'avenir essayer de voir. Dieu merci, le code des personnes et de la famille est en relecture. Je pense que cette question sera abordée. Dès qu'on interdit une chose, il faut qu'il y ait une sanction quand même aussi pour essayer de dissuader le contrevenant. Une position qui fâche Konoma Traoré, déjà insurgé contre cette loi qui selon lui détruit la culture africaine et burkinabé en particulier. Ils n'ont qu'à sanctionner les gens, on va voir. Vous pensez que... Comment? Donc ils n'ont qu'à supprimer les cérémonies de mariage tout court. On a à Kaïti des animaux, on se rencontre comme ça, et puis on va ensemble, allez, en avant. Écoutez. Le point de convergence entre juristes et traditionalistes est que la dot peut être réaménagée et rendue plus supportable pour le futur marié. Il faut qu'elle ait un autre sens plutôt que le sens d'aujourd'hui. Des échanges entre des familles, juste des petits cadeaux, oui, ça peut se passer. Voilà. Mais tu vas aller ailleurs, on va dire que la dot est constituée de 5 bœufs, de tant de francs, de ci, de ça, de ci, de ça. Et souvent même ça persuade beaucoup de gens à ne pas se marier ou abandonner des filles de certaines familles. Que la dot est chère, que c'est cher, que c'est cher. On peut aménager ça. Les deux familles peuvent s'entendre pour aménager ça, mais pas supprimer. Pas supprimer. Supprimer fait du tort à la culture africaine. Plusieurs pays de la sous-région portent dans leur code des personnes et de la famille les mêmes dispositions. Certains ont fait le choix de l'annuler purement et simplement. C'est le cas de la Côte d'Ivoire en 2019. L'article 104 de sa nouvelle loi sur le mariage abroge expressément l'ancienne loi qui interdisait le paiement de la dot. La raison évoquée par le législateur est que la dot constitue un pilier du mariage chez plusieurs communautés du pays. Comparaison n'étant pas forcément raison et les cultures n'étant pas forcément les mêmes, le Burkina Faso devra trouver par lui-même les textes qui conviennent à sa réalité. Mais en attendant, le plus difficile pour un futur marié sera de refuser de payer la dot. Un reportage très intéressant sur un sujet qui pourrait paraître anecdotique, mais qui pose tout de même une réalité. Quelquefois des textes que nous avons, mais qui ne répondent pas à ce que nous avons comme, on dirait, une coutume ou réalité qui gère notre vivre ensemble. Bien sûr. La dot. Et moi j'aime bien la chute de Gnéné, c'est bien que ce soit illégal ou quoi, oui, mais en attendant, je ne vois pas quelqu'un qui dira qu'il ne paiera pas la dot, non, alors qu'il vient demander la main à quelqu'un, à une famille. Le trésor vivant l'a dit, c'est culturel, c'est inné, et ce serait même, je dirais, ce serait enlever une bonne partie de cette union de personnes-là, c'est enlever une bonne partie de la chose, du sacre de cette chose-là. Ça fait partie de nos cultures, mais bon... Je ne sais pas trop pourquoi, parce que là aussi, en écoutant la notaire, elle a dit que c'était un motif aussi qui parfois dissuadait, notamment pour les mariages avec les hommes. Bon, ça aussi c'est vrai que ça peut aider à certains égards. Mais bon, je trouve que c'est culturel. Bon, je ne comprends pas trop la loi. On ne discute pas les lois, mais bon, je retiens que c'est une loi qui est, je dirais que qui est tombée en désuétude, comme le disent les juristes. Bon. C'est une loi qui existe, mais tant que personne ne saisit le législateur, bon ben on y va, on fait la dot sans problème. C'est comme cette histoire avec la jupe au-dessous des genoux, c'est une loi qui l'interdit. Mais bon, personne ne se plaint, donc on est là et on avance. Oui, on avance, mais il y a un problème de fond, puisque comme nous le disait Gnéné tout à l'heure dans ce reportage, il y a certains pays qui se sont assumés au regard de ce qu'ils ont comme use coutume, je le dis encore, et que la règle, donc celle qui est dictée, mais les uns et les autres en portent à faux. Donc, il faut corriger et ils ont tenté de le corriger. Est-ce que pour nous, il ne faudrait pas regarder? Mais quand on écoute la juriste, elle dit clairement il faut renforcer parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de mesure punitive. Vous faites la dot, mais il n'y a rien qui est prévu au cas où est-ce que vous ne respectez pas les textes. Et elle dit bientôt, le vide va être comblé. Bon, vous savez, les histoires est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Je ne suis pas un juriste, mais je sais que le plus souvent, quand on prend des lois, quand on vote des lois, c'est par rapport à une histoire, c'est par rapport à un contexte donné. Vous allez voir que si on vous donne l'explication qui a prévalu à ce que cette loi soit votée, vous comprendrez aisément pourquoi on l'a votée. Mais aujourd'hui, c'est à se demander, c'est à se poser des questions réelles. Est-ce que cette loi mérite d'exister ou elle mérite d'être annulée purement? Ou faut-il l'accompagner de mesures coercitives comme le demande la juriste? C'est des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Pour ce qui est de ma part, moi j'estime que c'est culturel. Maintenant, si vous regardez dans les sociétés,
vous verrez que même maintenant, les gens ne sont plus trop... C'est vrai, je parle sous contrôle, il y a peut-être des contrées où on exige encore ça, mais la valeur réelle même, les gens, c'est symbolique maintenant aujourd'hui. La plupart du temps, c'est symbolique parce que les conséquences ont été nombreuses de par le passé. On a vu des couples qui n'ont pas pu s'unir à cause des histoires des autres. Mais aujourd'hui, je dirais que pour la plupart des sociétés, on n'est pas trop exigeant sur ces histoires de dot. On le fait de façon symbolique et puis on célèbre cette union, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas donner peut-être un plafond pour que ça ne soit pas, parce que je pense que le problème de fond, et c'est là où le juriste, tout comme celui que nous avons comme, j'ai oublié le terme, trésor humain vivant. Voilà, reconnu par l'UNESCO, il faut le préciser déjà. Les deux sont d'accord sur quelque chose, il ne faudrait pas que ce soit un commerce. Donc, on peut trouver les voies et moyens d'arranger un peu les choses. On pourrait par exemple dire que vous, Geoffroy, vous pouvez saisir la justice si toutefois vous avez envie de vous unir à une femme et que la dot que vous proposez a été refusée, par exemple. Non, ou bien que la dot a excédé un montant, on dit 25, 50 000. Excédé voilà. Non, quand il y a excès, il n'y a pas de problème. Pas que ça excède des montants, je veux dire. Oui. Ça pourrait quand même arranger la dot. Oui, bien sûr, on peut recadrer tout ça parce que c'est vrai aussi, il y a certains qui en ont fait un fonds de commerce. Vous partez dans certaines régions, c'est des familles, on vous dira non, tant que tu n'as pas envoyé ça, tant que tu n'as pas fait ci, tu n'auras pas la fille. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, les gens ne vont pas se ruiner pour une union qui doit durer toute une vie. Après cette union, il y a une autre vie à faire. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est de s'asseoir, c'est de réfléchir ensemble et c'est de trouver la vraie formule. Moi, j'aime bien l'idée l'idée que vous avancez, essayez de quand même réguler ça, parce que même quand on dit réguler, il faut le faire aussi, il faut l'adapter par rapport à l'individu. Pour certaines personnes, ce n'est même pas un problème. Quand on leur demande cette dot, ce n'est pas un problème. Mais pour d'autres, c'est une fortune pour eux. Donc, on doit tenir compte du revenu de la personne. C'est cela. Voilà, moi, je parle maintenant avec le réel de l'économie. Il faut tenir compte du revenu de la personne, de ses réalités, avant peut-être de fixer peut-être des dots. Moi, je dis qu'il faut le faire de façon symbolique. Merci bien, David Nana. On vous avait dans la partie dans laquelle vous vous sentez à l'aise, économie. Je vous ai retenu pour la partie société. Mais merci d'être resté avec moi dans ce JDS-là. C'est moi qui vous remercie toujours pour cette opportunité de pouvoir parler économie avec vous chaque dimanche soir. Désolé encore une fois de plus parce qu'on aurait bien voulu parler des impôts parce qu'il y a eu le Forum national sur le service fiscal, mais malheureusement à la dernière minute, on nous a fait un faux c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On va poursuivre ce JDS, journal du dimanche soir, avec notre dernière rubrique, c'est sport et c'est assez fourni. Et dans la partie sport de ce JDS, plusieurs sujets, je le disais, d'entrée. Salitas, U20 avec le Burkina Faso qui croise les crampons. Est-ce que le match, il doit avoir déjà commencé pour obtenir son ticket pour la suite. Et puis cette performance encore de la tête burkinabé, Hugues Zango. Je suis avec Claude Romba, journaliste sportif. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, en tout cas que je suis très content d'être là pour parler du sport en tout cas. Évidemment. Et puis vous venez directement du sport, du stade. Voilà, vous venez tout droit du stade avec ce match-là à Salitas, le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération CAF, un match qui était très attendu avec les Gabonais. Et quand vous quittez le stade au moins, on va dire que Salitas s'en sortait bien. Non, c'est fini. Salitas s'est qualifié pour la phase de poule. Donc, c'est déjà... c'est bon à prendre. Je pense que Salitas a réussi son pari. Et je pense qu'avec cette qualification, c'est également aussi la cagnotte aussi qui s'augmente avec plus de 100 millions de francs CFA recueillis. C'est déjà très important pour Salitas. Ça n'a pas été un match facile. Ça a été un match difficile. On pouvait s'y attendre. Salitas a véritablement commencé très fort. C'est le premier but qu'on voit là. Voilà, le premier but qui a été marqué par Omar Kaboré à la 6e minute. Et puis après, Salitas s'est fait reprendre. Et puis après, les choses se sont compliquées. Mais heureusement également que juste avant la pause, grâce à Sami Yen, Salitas a pu donc prendre l'avantage au score 2-1 avant donc de parachever sa victoire à la deuxième partie avec un but de Olivier Boissy qui permet maintenant à cette équipe de Salitas d'accéder aux phases de poule de la Coupe CAF, parce qu'il faut dire le Gabonais en temps avait égalisé, donc il fallait forcément gagner par plus de 2 buts d'écart, donc 3-1, ça fait 2 buts d'écart, parce que rappelez-vous que Salitas avait perdu lors du match aller du côté du Gabon 1-0.
Et ça allait valoir son pesant d'or si on restait à 2-1. Mais heureusement pour l'équipe de Salitas qui a réussi donc à marquer ce but-là grâce donc à Olivier Boissy et qui permet à cette équipe de Salitas d'accéder pour la deuxième fois de son histoire à ce niveau de la compétition qui permet au Burkinabé de participer à la coupe, aux phases finales, aux phases de poule de la Coupe CAF. Il faut rappeler que le tirage au sort est prévu déjà pour demain, demain lundi, parce que ça va aller très vite. Le 10 mars, on commence avec la première journée. C'est pour dire qu'on n'aura pas le temps. Évidemment, vous le savez, avec le coronavirus, on a un peu réduit les choses. Donc ça va aller très vite avec Salitas qui aura véritablement un calendrier démentiel. Parce qu'ils sont engagés sur plusieurs fronts. Le championnat est là. Ils vont jouer déjà mercredi pour le compte du match en retard face au RCB. Il va falloir jouer ce match-là. Ils ont joué aujourd'hui. Ils ont joué du côté du Gabon. Ils sont arrivés, ils ont joué aujourd'hui. Ils vont jouer mercredi. Et le week-end, ils attaquent avec le championnat national qui reprend avec la phase retour. Et encore, ils vont jouer donc la prochaine journée du championnat et jouer le 10 mars pour la première journée de la Coupe CAF. Ça veut dire que ça va être un calendrier démentiel pour cette équipe de Salitas. Mais je pense qu'ils ont l'ossature pour. Ils ont des joueurs qui ils ont les joueurs. Donc c'est une équipe qui est taillée pour ça. Et je pense qu'elle pourra faire honneur à son statut véritablement en s'engageant sur tous ces tableaux-là. Mais ça va être difficile. Il va falloir à un moment donné choisir. Parce qu'il y a la Coupe CAF qui est là, qui est quand même prestigieux. Une coupe en tout cas prestigieuse. Ensuite, il y a la Coupe du Faso qui est là, qui permet également aussi de ressortir en campagne africaine si jamais on n'arrive pas à remporter. Et il y a le championnat qui est là. On sait que Salitas, ça devient un enjeu majeur, en tout cas un objectif majeur pour l'équipe. Salitas n'a jamais été champion du Burkina. Donc ils se sont inscrits dans ça et vers champion. Donc ça veut dire qu'ils sont également engagés sur ces tableaux-là. Donc ça veut dire que c'est des matchs qui vont être enlevés pour cette équipe de Salitas. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour véritablement pouvoir jouer sur tous ces tableaux-là. Championnat, Coupe CAF, Coupe du Faso, ça ne sera pas du facile. En tout cas, ce ne sera pas facile pour Salitas. Ça ne sera pas facile. Mais bon, on espère que ça va aller. D'accord. Mais moi, quand je regarde, on va revenir déjà à la prestation de ce soir. Ce n'était pas donné. Parce que quand vous encaissez un but, c'est vrai, ce n'est pas sous vos bases. Vous partez au Gabon, vous encaissez un but. Vous vous dites au retour, s'il marque un but, ça devient difficile à gérer. Parce que c'est quand même à domicile. Et là, 2-1, et ils parviennent quand même à marquer ce troisième but qui est salvateur. C'est sur quoi Salitas a vraiment pu engranger? Non, je dirais que c'est sur le mental. Parce que quand on a regardé un peu cette équipe de Salitas, surtout quand on se projette sur le match aller au Gabon, en termes de possession, Salitas avait la possession, en termes donc d'occasion, Salitas avait beaucoup plus d'occasions. Maintenant, ils n'ont pas pu régler la mire pour venir avec un résultat assez probant du Gabon, mais Salitas n'avait pas été ridicule. On savait que dans le jeu, Salitas était meilleur. On savait également que en termes d'expérience, Salitas était une équipe qui avait la carrure plus que cette équipe gabonaise, sans faire un jeu, parce que quand on regarde l'histoire de cette équipe de Bouengidi, Star du Gabon, c'est une équipe, il y a 2 ans, ils étaient en 3e division. Donc c'est une équipe qui est en train d'écrire son histoire, et je pense que c'est vrai, on les a vus contre le TP Mazembe en coupe de la Ligue des champions africaine, où ils ont été battus donc face à cette équipe-là, face à cette mastodonte du continent africain. Ils n'ont pas du tout été ridicules. C'est pour ça que je disais sur votre tableau ici d'ailleurs, sur votre plateau ici d'ailleurs, lors donc du tirage au sort, de faire attention à cette équipe gabonaise, parce qu'ils ont montré de bonnes dispositions. En tout cas, en termes de maniement de balle, en termes donc je dirais, de qualité, il y a de la qualité dans cette équipe du Gabon. Maintenant, ils n'ont pas su maîtriser les nerfs, parce qu'on a vu des faits de jeu, ou en tout cas pas forcément des faits de jeu, mais des situations qui ont un peu plombé cette équipe. Au lieu de rester concentré sur les matchs, tenez par exemple à la mi-temps, pendant que les équipes regagnaient les vestiaires et que le jardinier du stade partait juste pour recoller les modes des terreaux, en tout cas les gazons qui sont enlevés. Rapidement, le banc de Guangidi s'est énervé. Ils ont pris ça comme c'était du wak ou bien un petit juju. Donc ils sont pleins, ils allaient même arracher. Donc déjà, ça veut dire qu'ils n'étaient plus dans leur match. Ensuite, à la fin de ce match, malheureusement, il y a un joueur gabonais qui a assommé l'arbitre de touche et qui est sorti. Il a même pris un carton rouge juste à la fin du match. C'est dire qu'ils n'ont pas pu maîtriser les nerfs. Et ce joueur, je pense qu'à un moment donné, il faut que les joueurs comprennent.
Voilà, la carrière ne s'arrête pas là, parce que vous touchez un arbitre, il est évident que la CAF va sévir. Et ce joueur, lui, il est évident qu'il va prendre, il va prendre gros. Peut-être qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a fait, mais c'est pas normal. Et je pense qu'ils sont sortis de leur match. À partir du moment où vous avez ces attitudes-là, vous sortez de votre match. Vous n'êtes plus concentré sur l'essentiel. Alors que l'essentiel, c'était de se concentrer sur le match. Ils tenaient le bon bout, même s'ils étaient menés 2-1 à la mi-temps, ça ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas revenir. Mais à partir du moment où il y a ces questions de Juju, de WAC, ou qui fait que bon, il y a des dirigeants de Gabonais qui s'en prennent au stadier et ça devient des conflits, ça veut dire que quelque part dans la tête on n'est plus dans le match. D'accord. Et je pense que c'est un peu ce manque d'expérience là qui a été fatal à cette équipe du Gabon, mais ils ont des qualités. Dernière question sur Salitas. Quand on regarde, c'est un peu un genre de remake, mais on espère que ça va aller encore un peu plus loin que 2019. C'est quoi la recette? Avec un YAC qu'on découvre avec une équipe qui vient et qui commence à glaner ce que certains clubs qui existent depuis fort longtemps n'ont pas pu avoir. Non, c'est l'organisation. Il faut dire que Salitas est bien organisé. Ensuite, c'est leur objectif, leur vision. Ils disent qu'ils sont là pour faire du business également, foot business. Donc bon, à un moment donné, c'est ce que je dis, il va falloir faire un choix. Soit il faut aller sur les résultats. Parce que regardez, c'est Olivier Boissy qui vient sauver Salitas aujourd'hui. Avec ce 3e but qu'il marque. Et ce Olivier Boissy, il n'y a pas longtemps, on l'avait annoncé sur le départ pour un club laiton. Apparemment, le test n'a pas marché. Donc il est revenu. Si le test avait marché, c'est dire que ce joueur, Salitas était privé de ce joueur-là, qui aujourd'hui leur permet d'avoir plus de 100 et quelques millions. Donc c'est dire qu'à un moment donné, il va falloir véritablement s'aligner sur un objectif précis. Sinon, si un coup, par exemple là, ils sont sur 3 fronts, sur plusieurs fronts, championnat, Coupe du Faso, Coupe CAF. Si jamais ils ont des meilleurs joueurs, ils ont leurs meilleurs joueurs encore, qu'ils ont des joueurs qui partent, parce que c'est pas exclu que Olivier Boissy ne parte plus en campagne, ne part plus en essai, ou en tout cas il peut avoir une opportunité, ça va être difficile. Il y a des joueurs également qui sont là, donc à partir du moment où on n'arrive pas à canaliser tout ça, ça risque d'être difficile. Mais bon, c'est l'objectif choisi par Salitas, mais ça réussit, puisque bon, il rentre en phase de poule. Maintenant, il ne faut pas faire de la figuration, c'est la 2e fois dans cette phase de poule. Il va falloir aller plus loin que ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Il va falloir aller chercher une place qualificative pour donc les demi-finales, pourquoi pas. D'accord, merci bien Claude Romba. On va passer à un autre sujet, c'est bien le U20. Le Burkina qui joue et donc qui cherche son ticket pour la suite. On a vu le dernier match qui était quand même assez intéressant. On a en ligne Assami Tiamtouré qui y est et qui forcément a pu regarder la forme d'avant-match. Bonsoir Assami. Bonsoir Geoffrava. Oui, c'est un plaisir de t'entendre depuis Nouakchott. Comment ça se passe pour nos étalons? Il faut dire qu'actuellement, tout se passe bien pour les étalons. C'est le 3e match actuellement. Nous sommes même au stade. Si vous écoutez très bien, vous allez entendre le bruit. Voilà, les étalons qui étaient en phase offensive pour ouvrir la marque. Donc, c'est toujours 0 but partout ici. Et on nous jouait la 82e minute. Donc, avec ce score de 0 but partout et les 4 points que les étalons avaient, donc ça va faire que 5 points. Donc, logiquement, le Burkina Faso termine premier du groupe B. La Tunisie, on a appris également que la Tunisie a été menée au score depuis la première période par la Centrafrique 2-0. Donc la Tunisie qui va régresser, prendre la 3e place, et maintenant la Namibie qui est en train la Tunisie qui est en train de perdre va occuper la 3e place. Voilà. Mais quelle est la prestation aussi de nos étalons? Parce que le dernier match, ils nous ont donné beaucoup de belles choses à voir. Oui, Geoffroy, c'est vrai que comparativement au second match des étalons ce soir, il n'y a pas beaucoup à dire. Les étalons jouent relax, on ne force pas beaucoup. On essaie de temporiser, de gérer le match, parce que le match nul aussi est très bon à prendre. Il ne faut pas essayer d'aller en attaque à outrance pour avoir forcément la victoire et concéder une défaite. Donc les étalons vont en tout cas très doucement pour gérer ce match-là, rentrer
après avec le match nul. Donc, comme je l'ai dit, avec un match nul, on totalise 5 points. Donc, c'est bon à prendre pour le Burkina Faso. En tout cas, cette prestation de ce soir, elle n'est pas, en tout cas, à l'image des talents qu'on avait vus à la deuxième sortie. Mais ça va, comme c'est un troisième match. Et il faut aussi reposer les muscles, puisque les quarts de finale vont en commencer bientôt. C'est ce que j'ai dit même. Donc, et voilà, les talents qui allaient avoir un pénalty tout à l'heure, je crois, il allait avoir le plaisir de vous commenter ce pénalty en direct. Malheureusement, l'arbitre n'a pas branché. Ah, il n'a pas branché. Mais est-ce que, Assami, quel est l'apport de Bottier qui quand même a fait son retour dans le groupe? Est-ce que ça va être un élément important pour la suite de la compétition? Vous faites bien de le dire, David Nana. Bottier, c'est pas David, c'est Claude Romba. Pardon? C'est Claude Romba. Claude Romba, bonsoir à vous. Voilà. Et je disais tantôt, Bottier vient de rentrer sur la pelouse. Il est rentré presque à la 80e minute. Donc, comme il n'a pas joué les deux matchs, il fallait le laisser au repos et essayer en tout cas ce match-là de le faire jouer et le récupérer pendant les quarts de finale. Oui, mais déjà, son apport, on peut dire que c'est déjà bien puisqu'il a créé au moins ces deux occasions. Tout de suite, je vous le disais, un pénalty qu'on allait avoir, c'était vraiment flagrant, mais l'arbitre n'a pas sifflé. C'est Bottier qui a envoyé cette faute dans la surface de réparation, mais malheureusement l'arbitre n'a pas sifflé. Donc, ça c'est une prestation mi-fil mi-raisin, mais ça va. Je crois que les quarts de finale seront très très décisifs pour nous, et Bottier aussi, qui sera, on va dire, un peu plus en forme que dans cette rencontre-là, pour donner en tout cas du tonus dans la phase offensive. Merci bien Assami Thiam-Touré. Je rappelle qu'il nous appelait donc depuis Nouakchott et nous donnait donc le point de ce qui est en train de s'y passer avec nos étalons qui passent cette étape-là. Et ça, c'est déjà bon à prendre parce qu'on est habitué souvent à des calculs. Non, c'est plus que bon à prendre parce que quand on suit un peu les étalons U20 avec Oscar Barreau, une équipe qui a été totalement métamorphosée après donc la CAN du côté de Maradi au Niger avec cette équipe qui était totalement méconnaissable, mais là en tout cas on retrouve du sourire quand on voit cette équipe des étalons U20 jouer. On est très content, on voit qu'il y a du potentiel, il y a du contenu, il y a véritablement, et le Burkina se fait un nom, finaliste de la Coupe UFOA B, ensuite ici, et qui, avec véritablement une belle prestation, ici là tout le monde les attendait, ils répondent présents, ils ont rapporté au passage, il faut dire, les Jeux africains, donc ça montre que c'est une équipe qui connaît un peu la compétition, avec Oscar Barreau qui arrive donc à gérer ce match. Le troisième match, il n'y a pas lieu donc de se jeter à l'abordage outre mesure parce qu'on est qualifié. Il y a un match plus important qui attend, ce sont les quarts de finale. Là ce n'est plus des matchs, c'est des matchs à élimination directe, ça se joue sur le seul match, donc il va falloir conserver tout ce qu'on a comme influx nerveux, tout ce qu'on a comme je dirais charge physique pour aborder ce match là. Et je pense que Oscar Barreau est dans la gestion de ce match là, et l'arrivée, vous l'avez vu, il fait jouer Bottier dans les 10 dernières minutes. C'est très intéressant pour lui donner cette envie là et véritablement le mettre dans le bain avant donc le match important des quarts de finale, parce que c'est l'atout offensif numéro 1 des étalons aujourd'hui, parce qu'il est auréolé de la signature de son contrat du côté des Ajaccio. Donc forcément, quand on a ça, forcément on va se transcender et forcément on va prouver qu'on mérite ce contrat, et forcément ça va plaire au Burkinabé, et forcément il doit faire quelque chose. C'est vrai que c'est ce qu'on espère, mais au début il faut dire qu'on était un peu craintif. C'est le deuxième match qui nous a quand même assez rassurés. Tout à fait, mais je pense que quand vous regardez cette équipe des étalons jouer, même du côté donc du Bénin lors donc de la CAN, c'est une équipe qui monte en puissance. Et je pense que c'est assez intéressant de monter en puissance que de commencer fort et puis ne pas bien terminer. Mais là on voit que l'équipe va crescendo par rapport au premier match. On voit le premier match, le deuxième match, il y a un léger mieux. Le troisième match, on voit que les étalons jouent vraiment tactique. On se réserve, on ne force pas, on essaie de gérer. Donc les étalons sont dans la gestion parce que évidemment ils sont au courant du résultat qui se passe sur l'autre terrain, et que en cas de match nul, on est premier du groupe. Pourquoi forcer? Il faut juste réserver, donc comme j'ai dit, se préserver
et puis attendre donc le match où à élimination directe qui est un véritable match de coupe, c'est là où on attend les gens, c'est là où il faut faire les coups, et donc il faut avoir toute la fraîcheur physique nécessaire pour aborder cela, et je pense que c'est bien joué, c'est bien géré de la part donc de Oscar Barreau, et je pense que véritablement les étalons vont nous donner beaucoup de plaisir. Moi je vois cette équipe là au pire des cas en demi-finale, voilà, je la vois arriver au bout. Véritablement, cette équipe des étalons, franchement, quand on la voit, c'est une équipe complète on voit qu'il y a de la maturité dans le jeu. Et puis, bon, franchement, je vois cette équipe minimum en demi-finale. Sinon, en tout cas, pour la finale, en tout cas. Dans tous les cas, on va dire la rencontre ce soir sera amplement décryptée dans le rendez-vous sport qu'on a demain lundi sur le coup de 21h. Et au mordu de sport, d'être donc fidèle à ce rendez-vous-là. On va terminer par une performance. Et on va dire que le nom, aujourd'hui, il est lié seulement à des performances. C'est Hugues Fabrice Zango. Et c'était hier samedi seulement. Championnat des triple saut, championnat français en salle triple saut, il nous fait 17,17 mètres. Et je veux dire comment, il le fait tellement aisément, il le fait au premier saut. Et puis l'entraîneur lui dit, bon, c'est pas la peine de continuer, regarde-les s'ils peuvent arriver à ton niveau. Et puis là, personne, il termine donc premier, les images donc que nous avons, 17,17 mètres. On avait tenté de l'avoir au téléphone aujourd'hui, je pense qu'il est en transit parce qu'il est en voyage, donc, mais nous a rassuré que pour nos prochains rendez-vous, on pourra l'avoir au téléphone et discuter, lui poser beaucoup de questions. C'est une fierté, Claude Wamba, c'est vraiment une fierté aujourd'hui. Fabrice Zango. C'est une fierté, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce que quand vous regardez la performance de ce garçon, c'est extraordinaire. Quand vous prenez sa performance depuis 2016, il participe au championnat d'Afrique du côté donc de l'Afrique du Sud où il vient avec la médaille d'argent. 2017, il remporte donc les Jeux de la francophonie. Malheureusement, pour des problèmes administratifs, il n'a pas de visa pour participer au championnat du monde. Mais il n'est pas découragé. Il revient, il bat le record en salle, le record d'Afrique en salle du triple saut avec 17 mètres 23, un record qui était détenu depuis longtemps par un Nigérian depuis 38 ans. Il bat ce record. Ensuite, il vient battre le record avec 17 mètres 77. Et là, il bat le record du monde. Le 16 janvier, il bat le record du monde en triple saut. Je dis que c'est extraordinaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Ensuite, il faut rappeler également qu'il a eu la médaille de bronze lors donc du championnat du monde à Doha au Qatar. Un Burkinabé ne l'a jamais fait. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et au passage, comme je le disais, avec la meilleure performance africaine. Donc c'est dire que il est extraordinairement bon. Et je vous l'ai dit, il a battu, actuellement il bat le record du monde de triple saut en salle avec 18 mètres 07. Évidemment. Il bat le record de son entraîneur Teddy Tambo. Avec une bonne complicité, voilà, quelqu'un qui détenait ce record-là depuis 2011. Donc je pense que c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Il faut le mettre véritablement en lumière parce qu'il est véritablement ce porte-étendard du sport burkinabé. Maintenant, il a dit, son défi, c'est d'être en tout cas le premier burkinabé à remporter une médaille olympique. Et aujourd'hui, il est quoi? Il bat le record du monde en salle. Il bat le record d'Afrique en plein air. C'est dire qu'il est dans une forme extraordinaire. Si les Jeux olympiques ont lieu maintenant, il est évident que c'est sûr, je dirais que c'est une médaille sûre du Burkina Faso, évidemment, donc aux Jeux olympiques, et je pense qu'il aura un accueil triomphal au Burkina. D'accord. On est en train de terminer donc ce JDS avec une nouvelle que je vais vous annoncer, le Burkina qui vient de marquer. Et puis vous avez fait bien de poser la question concernant Bottier. C'est d'ailleurs lui qui a marqué. Voilà, je disais qu'il doit bonifier son... Parce que aujourd'hui, il doit montrer qu'il est un joueur qui a véritablement franchi un cap après donc la Coupe UFOA. Parce que tous les clubs européens se l'arrachaient. Il va ici son contrat. Il montre évidemment qu'il mérite ça. Jean-Fiac Bottier, le joueur de l'USFA, l'ex-joueur de l'USFA, il faut le dire, puisqu'il a signé à Ajaccio. Donc c'est extraordinairement bien. Et je pense qu'au passage, il faut peut-être saluer Ahmed Touma, qui est son agent, qui véritablement nous fait sortir là une autre pépite après donc Cyril Bayala. Je pense que c'est extraordinairement bien.
On va dire le Burkina Faso dans sa version sport. Et c'est sûr que le Burkina va terminer premier de son groupe. C'est ce qu'on va espérer. C'est dire que nous avons une semaine extraordinaire avec le Burkina Faso, surtout en football. La Salitas qui se qualifie pour les phases de poule, les étalons qui se qualifient pour les quarts de finale et terminent premier de leur poule, c'est dire que le football burkinabé est au firmament. Sport burkinabé avec des notes positives et c'est bien pour cela qu'on s'est permis aussi ce long décryptage de cette actualité-là. Merci Claude Romba d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est terminé, messieurs et dames, pour ce JDS, journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et comme je le souhaite habituellement, d'ici là, portez-vous bien.